Donc, sans plus attendre, je vous propose de rentrer effectivement dans le vif du sujet avec celui qui a été notre facilitateur. Je dis ça parce que la facilitation est un terme qu'on va beaucoup utiliser pendant cette journée et demie aussi. Donc ça a été notre facilitateur. Il est directeur en sciences de l'éducation, il est chercheur associé à Paris-Nanterre, il est directeur de l'innovation et de l'ingénierie pour l'Association du progrès du management. Donc Denis Christol, Denis, voilà, on fait comme à la maison. Donc Denis, tu me rejoins, on a les distances bien sûr. Ah oui. Hein, voilà. Donc, donc Denis, je suis très heureux bien sûr d'être avec toi ce matin parce que sans toi, c'est vrai, sans toi, alors sans tout le monde parce que c'est un collectif, mais quand même, Denis nous a fait la joie, l'honneur et le plaisir de faciliter tout ce processus de chercheurs collectifs et dans une posture justement de facilitateur. Donc, bon, ce n'était pas prévu, mais j'ai envie de te poser une question pour lancer le truc. La question, c'est finalement, ce chercheur collectif, c'était aussi pour toi, je sais que tu avais vécu une expérience un petit peu comme celle-là, mais peut-être pas à cette échelle. Donc, ça t'a appris quoi à toi? Wow. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris tellement de choses. En tout cas, ça a renforcé la croyance qu'un processus inclusif qui accueille tous les membres du chercheur collectif et toutes les énergies au fur et à mesure, c'est quelque chose de super puissant. Voilà, c'est cette idée de faire une communauté inclusive qui permette à chaque membre, à peine il arrive, de devenir le leader du groupe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu fonctionner là. Et ça me bluffe toujours quand je le vois, parce que je me dis ça existe, et quand tu le vois pour de vrai, c'est chouette. Okay. Alors merci Denis. Maintenant, à toi, hein, les résultats de la recherche-action de ce chercheur collectif depuis plus d'1 an. Très bien. Alors l'idée, ça va être 25-30 minutes de présentation, et puis après, on vous proposera de vous mettre en petite équipe d'une vingtaine, une vingtaine de petites équipes de 6 environ, 6-8, pour pouvoir échanger. Donc sans plus attendre, je me permets de dire d'où parlons-nous. Alors, je me positionne plutôt comme chercheur facilitateur. Hein. Cette recherche a été construite par 32 membres de Sol France, passionnés d'apprenance, et on a investi un temps considérable, 100-150 heures, dans l'idée d'une recherche co-construite. Donc je vais dire nous, et je rends hommage à tous les membres du chercheur collectif. 3 points pour avancer sur cette présentation. L'organisation de la recherche, le chercheur collectif, mais je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que le documentaire le fera, et je vais aller le plus vite possible aux résultats. Alors les enjeux, bien sûr, c'est de comprendre comment les organisations apprennent et de revitaliser ou de revisiter les 5 disciplines de Peter Senge. Au départ, on n'était pas en crise quand on a commencé à lancer ce sujet, et là, on a été saisi par la crise sanitaire, et ça a été une opportunité complémentaire d'observation. Ça nous a mis une forme d'accélération. Je vais expliquer pourquoi. L'idée, c'est aussi de voir quels sont les comportements organisationnels qui sont favorables à l'apprentissage. Et puis, un point clé, c'est d'identifier les conditions de passage de l'apprenance individuelle à l'apprenance collective. Au passage, le mot apprenance n'est pas un mot de Peter Senge, puisque c'est un néologisme français, mais on réutilise ce néologisme pour décrire quelque chose qui serait l'apprenance collective. Et là aussi, c'est un des éléments intéressants de cette recherche. Donc, plusieurs grandes étapes. Je vais passer rapidement, mais on se prépare, on se forme, on mène une investigation quantitative et qualitative. On a un week-end d'écriture où on va produire énormément, et puis des ateliers où on travaille en intelligence collective et une mise en forme. On a utilisé la méthode de la théorie ancrée. Donc, on se situe dans une recherche qu'on appelle recherche compréhensive, une recherche inductive, c'est-à-dire que ça part du terrain, ça part des acteurs, et eh bien, on va partir de ces apports, de ces éléments, pour consolider nos hypothèses et revenir vers le terrain pour voir si nos hypothèses se réalisent ou pas. On a co-construit un séminaire, un questionnaire d'enquête basé sur des questions semi-ouvertes.
en s'orientant sur les 5 disciplines, mais sans jamais les nommer, hein, de façon à éviter une induction des personnes que nous avons rencontrées. Et puis, on s'est astreint à un travail sociologique de la vieille école, je dirais, hein, c'est-à-dire que tout entretien est absolument retranscrit au mot à mot. Donc, c'est 8 à 10 heures de travail, 61 entretiens. Vous voyez un peu le boulot que ça représentait pour les personnes impliquées. Autre chose, on a évité de partir sur un biais qui est de dire on interroge 2-3 personnes chez Total et hop, on décide de dire que Total, plusieurs centaines de milliers de gens, est une organisation apprenante ou pas. Non, on est parti sur l'idée d'îlots d'apprenance, c'est-à-dire des groupes humains de 10 à 150 personnes, 150 personnes étant identifiées par Dunbar comme étant l'effectif à partir duquel on connaît personnellement et intimement les individus. Donc, c'est plutôt des petits groupes qu'on a investigués. Il y a une progression qui s'est dessinée tout d'abord. Donc là, on s'est appuyé sur les travaux de Bourdieu, qui est une découverte progressive de l'objet. Hein. On forme un chercheur collectif progressivement. D'abord, on a un objet qu'on a un objet qui est imaginé, c'est-à-dire que comme tout le monde dans l'équipe n'était pas des chercheurs, on fantasme l'objet, on se demande de quoi il s'agit. Un objet approché, c'est-à-dire qu'on commence à rencontrer des entreprises, des organisations, et un objet effectué, c'est-à-dire qu'on met les mains dans le cambouis à travers nos analyses quantitatives et qualitatives, et là, on commence à mieux comprendre cet objet. Le corpus exploité a été considérable, donc 61 organisations. On a conservé simplement 59 entretiens, 2 ont été écartés car ça ne correspondait pas à ce qu'on souhaitait au niveau de qualité. C'est plus de 750 pages A4 de restitution. Donc là aussi, dans une recherche exploratoire, on n'a pas cherché à composer des échantillons qui se ressemblaient, mais au contraire d'établir la plus grande diversité possible. Donc des entreprises, des start-up, des administrations, des associations, un panel d'hommes et de femmes, et puis des fonctions. Une des façons dont nous avons eu de travailler, c'est de questionner l'individu, pas le responsable de la formation ou le directeur des ressources humaines ou le responsable du change management. C'est vraiment l'individu observateur pour lui-même de ce qu'il vivait. On part de l'idée de l'approche systémique apportée par Peter Senge que, d'une façon un peu fractale, un individu peut être révélateur de l'ensemble du corps social auquel il appartient. Alors, un des points vraiment intéressants, c'est l'idée d'un chercheur collectif. Ce chercheur collectif, on l'a inventé collectivement. Et l'idée est née à travers un séminaire Sol France, de s'appliquer en équipe les 5 disciplines de Peter Senge pour mener la recherche. Donc de se mettre en abîme quelque part par rapport à l'objet recherché, l'objet enquêté. L'objectif étant de dire ce que nous vivons, nous allons le ressentir, nous allons l'incorporer et nous allons pouvoir mieux l'appréhender dans les organisations que nous allons approcher. Donc ça, c'est déjà un élément de méthode important qui est de se mettre à température de l'objet qu'on cherchait. De nombreuses méthodes ont été utilisées. On s'est pratiquement rencontrés pendant 18 mois. Eric disait 12 mois, mais il y a toute une période de préparation où on s'est rencontrés en présence, à distance, un peu comme des sportifs de haut niveau, où on a travaillé sur la centration pour se préparer à une posture d'écoute très profonde, en émergence, qui nous a été rappelée tout à l'heure. Cette nécessité également de s'initier à l'ethnologie. Donc on a fait des exercices d'ethnologie, on s'est rendu compte qu'on ne savait pas forcément si bien écouter que ça. Et là, on a travaillé encore sur notre conduite d'entretien. On a créé un wiki du chercheur collectif qui nous a permis collectivement d'enrichir ce que nous voyons. Et puis, nous avons produit, et notamment en utilisant une méthode qu'on appelle Sprint Book ou Libératon, si on veut un terme un peu plus francophone, où on a, pendant un week-end, après toute cette investigation, produit 150 pages, vraiment en écriture rapide. Donc ça, c'est une méthode qui est extraordinaire. Si vous avez envie de la découvrir, vous appelez Sol France, on vous organise des séminaires là-dessus. Voilà. Après, on a travaillé sur le fond et sur la forme. Donc, on a une équipe qui a travaillé sur ce qu'on appelle du codage ouvert.
Donc là, il s'agissait de rebalayer les 750 pages d'entretien et d'écouter des mots-clés, des mots forts. Une autre équipe a travaillé sur de l'analyse sémantique en utilisant un logiciel du CNRS qui s'appelle Iramutech, et on a produit des dendogrammes, c'est-à-dire du rapprochement de termes dans des lexiques de locuteurs. Et puis, on a été accompagné par un comité scientifique, majoritairement de Nanterre, hein, puisque moi j'appartiens à l'école doctorale en sciences de l'éducation à Nanterre, et là on s'est appuyé également sur des chercheurs qui nous ont aidés et qui ont été un petit peu notre vigie. Et ce que j'indiquais, un fonctionnement en équipe ouverte et inclusive. Hein. Vous imaginez que sur une durée comme ça, quand on est des professionnels, on n'est pas tout le temps présent. Eh bien, on a accueilli des chercheurs qui sont venus au fur et à mesure, ont apporté leur pierre, sont repartis, sont revenus, tout en gardant l'esprit de bonification et de facilitation. Donc ça, c'est vraiment l'idée de l'équipe apprenante, hein, telle que Peter Senge la voit, et cette idée de modèles mentaux qui circule. Hein, on a pu l'expérimenter. On a produit beaucoup de livrables, donc beaucoup seront et sont déjà en ligne sur le site de Solfrance. Donc un corpus théorique, hein, qui a permis de repérer qu'est-ce qui avait bougé depuis les premiers textes de Peter Senge jusqu'à aujourd'hui, et notamment le numérique. Peter Senge, en 90, il est moins marqué par le numérique que nous ne le sommes. Donc on a pu voir comment avait évolué l'idée de knowledge management, par exemple, dans les années 90, et puis l'idée aujourd'hui de réseaux sociaux et de capacité à s'unir en groupe pour réagir. On a également mis un livret pour décrire la méthode du chercheur collectif, hein, cette exploration qui pour nous est un bien commun qu'on souhaite partager. On a créé 2 éditions spéciales, une édition spéciale sur le sanitaire, puisque nous avions parmi nous quelques spécialistes de la santé qui ont pu nous apporter des éléments, une édition spéciale sur la facilitation, qui est un point fort de la recherche, et puis 2 livrets, un sur les contenus. Donc on a fait beaucoup d'études de cas, on a sélectionné 8 cas qu'on a décortiqués en lien avec les 5 disciplines, et un livret qui explique également l'outil, qui est une cartographie dynamique de l'organisation apprenante et qui va aider véritablement les organisations à se repérer. Tout cela a été suivi par un sociologue, Thomas Troadec, que je salue, qui a guidé tout un ensemble d'entretiens et fabriqué un documentaire, La soif d'apprendre, qu'on verra après. Et cet outil, la carte des dynamiques d'apprenance, qui est à la fois une méthode, un outil et une posture, hein, puisque ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il existe pléthore d'outils, on en a repéré déjà 24, on a fait une veille là-dessus, mais le nôtre est à la fois un outil, une méthode, une posture que nous proposons de tester. Alors, les principaux résultats. Alors, tout d'abord, je vais à l'essentiel. Si on devait retenir une chose, l'apprenance, c'est une affaire d'équipe apprenante. Voilà. On apprend seul, mais jamais sans les autres. C'est un adage qu'on garde. On apprend ensemble. Je distinguerai 3 choses. L'apprentissage, qui est le processus par lequel on apprend, ou le résultat du processus. Donc ça, c'est bien connu en pédagogie. Il y a tout un tas de méthodes qui sont identifiées, qui décrivent finalement la transformation des comportements et qui donnent lieu à des techniques d'ingénierie. L'apprenance, learning readiness en anglais, ou un néologisme anglais qu'on peut appeler learnance. Apprenance, c'est l'attitude favorable à l'apprendre. Donc, cette idée qu'un individu ou une organisation, dans le sens de Peter Senge, mise sur cet apprentissage continu pour être plus performant économiquement, pour être plus résilient, pour être plus fort dans son adaptation aux événements qui surviennent. Et puis un élément qui était vraiment au cœur de notre recherche-action, qui est l'apprenance collective. C'est-à-dire que dans l'idée de l'apprenance telle que définie par Philippe Carré, hein, qui porte cette notion, ce concept à l'université de Nanterre et maintenant un petit peu dans toute la francophonie, puisque le thème est devenu très à la mode, on distingue l'apprenance collective, où là on a des attitudes partagées favorables à un apprendre ensemble. Donc il y a une autre dimension, c'est qu'on n'apprend pas côte à côte, mais on apprend ensemble. Et on a observé des déclencheurs endogènes et exogènes de l'apprenance collective. Alors, on a sélectionné sur les 59 organisations
8 cas qu'on analyse particulièrement dans le livret résultat, le livret 3 de la recherche. Tout d'abord, l'apprenance collective, elle est sujette à l'influence de facteurs interculturels. Il y a cette dimension interculturelle de métier ou de pays. C'est une attitude qui se cultive au quotidien. On renvoie là et on conforte la découverte de Peter Senge sur la discipline personnelle. C'est une culture du lien qui s'élabore dans la durée et qui se met au service d'un projet de changement et d'une culture organisationnelle. Donc ça, c'est très important. Il y a une dimension, donc toujours l'équipe apprenante, toujours le système, il y a une dimension de lien, du vivant qui opère. Ça répond à la création d'un écosystème d'apprentissage. La différence d'un écosystème d'apprentissage avec un dispositif d'apprentissage, c'est que le dispositif d'apprentissage, il est pensé par des experts, des spécialistes, alors que l'écosystème, il est vécu par des acteurs, voire des auteurs de ce qu'ils sont en train de vivre dans l'organisation. C'est ce que montrent ces cas. Et puis, il y a quelque chose sur le principe de faire confiance, donne confiance. Donc ça, c'est quelque chose qui a été particulièrement identifié dans cette période de crise, qui a été une forme d'accélérateur des processus à observer. Enfin, on voit aujourd'hui la mise en place de réseaux en ligne dans les organisations, deux types de façons de mettre ces réseaux en ligne, soit de façon descendante, une direction qui crée un espace et dit voilà, vous formez communauté, vous formez réseau, soit des acteurs qui de façon plus remontante, de façon plus horizontale, se réunissent, s'organisent et disent nous, on forme réseau et on est ensemble pour résoudre des problèmes qui n'étaient pas prévus. Alors on a croisé ces recherches de cas avec des éléments plus théoriques, des éléments de concept, et la littérature regorge de points de vue qu'on a pu repérer sur toute l'attitude des groupes qui sont favorables à l'apprenance collective. Donc je vais passer assez vite, de toute façon vous aurez accès au PowerPoint et au livret, donc les éléments sont, je vais les citer assez vite. Donc c'est l'apprenance, c'est apprendre à l'autre, de l'autre. On sait que quand on apprend à l'autre, on apprend soi-même. Une idée de modelage. Il y a la clarté des buts collectifs, se remettre en permanence, mais pourquoi on fait les choses. La crise a été un accélérateur de buts. Le soutien mutuel et la solidarité, c'est un petit peu comme dans une guerre. Vous savez que le premier motif d'un soldat dans une guerre, quand il prend un risque, c'est pas forcément pour le drapeau, c'est pas forcément pour la nation ou pour les grandes idées du général, c'est pour son camarade en proximité. Eh bien, c'est pareil en matière d'organisation. On apprend parce que son camarade est en difficulté et donc on se soutient mutuellement. Ça, c'est un point très important. C'est aussi, dit autrement, de la réciprocité éducative ou la part de l'autre dans la formation de soi, pour reprendre un autre terme. Bien entendu, alors, le terme de bienveillance est revenu assez fort dans nos entretiens. Le cadre protecteur du groupe, quand on est très en difficulté, éclaté, séparé, c'est ce qu'on a pu constater. On voit apparaître une pédagogie, c'est-à-dire qu'on n'attend plus de partir en formation. En temps de crise, c'est compliqué de partir en formation, donc il y a des opportunités d'apprendre les uns des autres. Et puis, il y a une co-construction des savoirs qui opèrent, qui plus est à distance, qui plus est avec un droit à l'erreur démultiplié parce qu'il y a crise. Sentiment d'efficacité collective quand on réussit à surmonter les difficultés qu'on observe, et puis création et sensation de vivre un flow, y compris à distance, où on a repéré des équipes qui étaient capables de transcender, même si c'était difficile, l'absence de présence. Et un dernier élément, le plaisir d'apprendre ensemble. Donc, ce que nous ont montré les cas, on a pu le connecter à ce qu'on trouvait en théorie. 3 effets de l'apprenance collective sur lesquels j'aimerais apporter un zoom spécifique. Tout d'abord, l'augmentation de la résilience. On connaît les travaux de Boris Cyrulnik sur la résilience. Eh bien, on l'observe et le collectif a un rôle très important à jouer. La facilitation au quotidien et ce que j'appelle la transformation, ce que nous appelons la transformation opportuniste. Donc on va décrire ces 3 effets de l'apprenance collective. Tout d'abord, l'augmentation de la résilience. Donc là, cette résilience a été particulièrement étudiée et montrée dans le livret qui traite d'apprenance et santé, une des éditions spéciales que nous avons créées. L'apprenance collective
participent à la résilience des organisations. Et j'irais même jusqu'à dire, et on peut pousser encore plus, que le processus en U que nous avons observé n'est pas celui de Kubler-Ross, connu sous le nom de courbe du deuil, où on est assommé, on ne peut plus rien faire, on est tétanisé, un petit peu comme si la crise était un aimant jeté dans de la limaille de fer et tout serait absorbé et plus rien ne pourrait bouger. Ce n'est pas du tout ce qu'on a observé. On a observé plutôt des processus où des équipes étaient amenées à se reposer des questions sur le sens de leur métier, sur leur pratique, sur leur façon de fonctionner, et enclencher un processus en U, tel que proposé par Otto Scharmer, partant de co-sensation, de partage de qu'est-ce qu'on est en train de vivre, puis allant vers des coactions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit agir, et puis entendant des émergences, des possibilités d'action, et donc le faisant pratiquement d'initiatives remontantes, puisque les lignes hiérarchiques sont distendues dans ces cas-là. On a une horizontalisation qui a été observée jusqu'à être force de proposition et d'initiative pour le collectif et donner une voix. Donc ça, c'est une démultiplication de la possibilité d'initiative dans des organisations plus horizontales par le fait de la situation. La résilience consiste à trouver des ressources dans le collectif au-delà de sa capacité individuelle à faire face. C'est ça qu'on a pu observer et c'est en apprenant ensemble que les équipes ont pu résilier. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'apprenance collective, ce désir d'apprendre ensemble, a été et est un facteur que notre recherche-action montre comme favorable à l'organisation apprenante, à la création de comportements organisationnels vertueux. Voilà, je vous ai mis une citation, je ne la commenterai pas, mais vous le retrouverez dans le PowerPoint, mais en fait, c'est une opportunité de sens qu'a apporté cette situation qui pourrait apparaître terrifiante, mais finalement, de nombreuses équipes ont pu rebondir. La facilitation au quotidien est un deuxième effet de l'apprenance collective en situation de crise. On a observé finalement que les équipes, les individus qui étaient touchés ont été obligés de prendre des initiatives, de s'aider mutuellement en proximité. Ce qu'on a appelé la facilitation au quotidien, c'est la facilitation d'individu à individu. On doit se débrouiller pour faire face, pour se transporter au travail, pour faire face à un nouveau logiciel, à une nouvelle procédure. Donc ce qu'on a identifié, c'est que la facilitation n'était pas que l'apanage de facilitateurs professionnels, mais que c'était toute une chaîne qui s'organisait dans l'organisation. On a même hésité à un moment donné de notre recherche à nommer la facilitation comme une 6e discipline. Et après, on s'est dit que ce n'était pas tout à fait correct, mais que c'était plutôt une condition d'émergence des 5 autres disciplines. Cette facilitation, elle se décline aussi en facilitation managériale, c'est-à-dire que les managers d'équipe, les responsables, ont dû soutenir en présence ou à distance, selon les situations, leurs équipes qui pouvaient être un peu perturbées. Et puis, on a également vu apparaître de la facilitation professionnelle. Alors, elle était déjà présente, mais on voit qu'elle joue un rôle sur des processus complexes, sur la capacité des organisations à emmener de la transformation. Et enfin, quelque chose qu'on a qualifié de facilitation organisationnelle, qui consiste non pas à envoyer des gens en formation, mais à utiliser les situations de travail, à utiliser le potentiel d'incertitude pour mettre des équipes en position de prendre des initiatives et de s'épanouir. Et de faire finalement de leur environnement passif un milieu actif où ils peuvent donner de leur personne et créer des initiatives. Voilà. Et après, en termes de pratique, ce que je dirais en premier, en termes d'intelligence collective, c'est démarche d'animation qui a été le terme le plus approprié. La transformation opportuniste est la 3e dimension que nous avons identifiée. Cette transformation, elle est opportuniste parce qu'elle n'est pas planifiée, elle n'est pas planifiable. Et donc on a observé que cette apprenance collective était une solution, un rebond, utilisé par les directions d'entreprise pour aider les organisations à bouger, à évoluer, à se saisir de toutes les pistes possibles pour apprendre à partir des situations. Donc c'est comme si on avait un terrain de jeu qui s'était ouvert et qui permettait
quelque chose de neuf d'apparaître. Et là, pour paraphraser quelque part les travaux de Marcel Mauss, on aurait quelque chose de l'ordre d'une conscience des dons contre dons organisationnels. Vous savez, Marcel Mauss décrit le processus où on donne en toute liberté et quelqu'un, quelque part, va vous redonner autre chose. Et bien là, on l'observe dans le cadre de l'organisation. Il y a des dons qui opèrent, une équipe qui va donner à l'organisation, faire grandir le bien commun, et l'organisation qui, à un moment donné, va redonner à l'équipe quelque chose. C'est cette dimension de la confiance qui génère la confiance que nous avons citée au démarrage. Donc il y a une forme d'approche opportuniste du changement, non pas portée par une planification qui dirait voilà, on va passer par telle et telle étape, mais plutôt par on se saisit de ce qui existe, puisqu'il y a une forme de chaordisme, pour reprendre le mot qui a été énoncé, et donc on conduit le changement à partir des résistances des projets et de ce qui opère, de ce qui est vivant. On constate des apprentissages organisationnels émergents, donc non planifiés, mais qui sortent des situations et qui permettent, en fonction des succès des explorations, d'accroître cette capacité de droit à l'erreur et de soutenir les équipes apprenantes les plus motivées. Donc si j'avais un mot de conclusion, je dirais 3 dimensions de l'apprenance en matière de véritablement cette apprenance collective qui impacte l'organisation. D'une part, la résilience. Donc l'apprenance collective participe à la résilience, elle solidifie les équipes. D'autre part, la facilitation. Donc cette facilitation, elle est marquée par un continuum qui va de l'individu qui facilite sans le savoir, en quelque sorte, à son manager qui aide l'équipe, à des facilitateurs professionnels, et puis à des dirigeants qui font de la facilitation organisationnelle. Et enfin, cette transformation opportuniste qu'on observe, les organisations n'avaient pas planifié de se transformer si vite et si rapidement, et pourtant, elles l'ont fait. Voilà les éléments clés. Donc, dans les dossiers, on fouille beaucoup plus que ce que j'ai pu vous dire. La matière est extrêmement riche et était en